Quand j'avais environ 5 ans, nous avons emménagé dans cette maison. Et, auparavant, il n'y avait aucune histoire de hantise ou quoi que ce soit. Aucune activité paranormale que quiconque connaissait. Mon frère, qui partageait une chambre avec moi, a vraiment été le premier à vivre quelque chose, ce que nous appellerions quelque chose de paranormal. La première rencontre qu'il a eue avec cette image sombre et menaçante aux yeux rouges perçants est devenue le début d'une odyssée de 6 ans. Nous avons tout eu, sauf du sang coulant des murs, sortant de l'eau. Nous avons eu ces brèves possessions et exorcismes, des demandes, vous savez, une demande directe au Vatican pour un exorcisme en bonne et due forme. Des prêtres essayant d'entrer, ils se font jeter dans les pièces. Vous nommez, c'était vraiment tout ça. C'était tout ça et plus encore. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Franco Romero avec nous dans l'émission aujourd'hui. Franco est un clairvoyant, enseignant spirituel et chaman mystique. Il a eu une expérience de mort imminente à l'âge de 6 mois et canalise une conscience collective appelée Caleb. Maintenant, je suis intéressée d'en savoir plus sur comment quelqu'un se souvient d'une EMI qui s'est produite quand il était bébé et comment cette information peut nous aider à vivre une vie merveilleuse ici sur Terre. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons parler avec Franco. Franco, je suis tellement ravie que tu puisses nous rejoindre aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps, Julie. C'est mon absolu plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Oh, mon honneur. Tu as eu une EMI quand tu avais 6 mois. Que s'est-il passé et comment diable te souviens-tu de quelque chose de quand tu avais 6 mois? Eh bien, excellente question. Et je vais commencer par répondre à cette deuxième partie d'abord. D'accord. Dans ce contexte, dans le grand schéma des choses, il n'existe pas vraiment de chronologie linéaire. Tout est interconnecté et le temps tel que nous le comprenons n'est pas aussi rigide. Donc, la capacité de réellement se souvenir de quelque chose est plus facile quand on comprend que tout se passe tout le temps. À l'époque où je me souvenais, je ne savais pas tout ça. D'accord. Je veux dire, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à avoir ces rêves et visions de cette histoire récurrente qui se passait dans ma vie, et je sentais que cela se passait réellement dans ma vie. Je veux dire, même si j'avais ces événements qui semblaient être dans le passé, entre guillemets, je sentais toujours que cela se passait en temps réel pour moi, parce que chaque fois que j'avais ces rêves, surtout la nuit, je me réveillais toujours de la même manière, comme si j'avais vécu l'événement. Et je transpirais et je pleurais et j'étais comme si cette chose ne s'était pas produite à ce moment-là. Cela se passait dans cette chose que nous appelons le passé 15 ans plus tôt. Donc, c'est en quelque sorte la manière courte de dire que je vivais ces choses dans des rêves et des visions comme si elles m'arrivaient en temps réel. Et donc, dans le processus de tout cela, ces événements ne se sont pas produits qu'une seule fois. Ils se sont produits plusieurs fois. Et au début, eh bien, j'étais habitué à avoir des rêves lucides et en tant qu'enfant, Dis aux gens qui ne savent pas ce que c'est. Franco, qu'est-ce qu'un rêve lucide? eh bien, tout d'abord, tu peux continuer à m'appeler Franco tous les jours de la semaine, d'accord? Juste, j'adore ça. D'accord, donc merci. Un rêve lucide, c'est quand il y a des niveaux de rêve lucide, mais c'est essentiellement là où tu es conscient que tu fais un rêve. Et dans quelle mesure manipules-tu ce rêve? Es-tu suffisamment conscient pour pouvoir déplacer le rêve, changer le récit, complètement te sortir de là et te réveiller? Parfois, tu te réveilles dans un autre rêve. Et puis, tu es conscient que tu es dans ce rêve et tu te sors de là. Donc, c'est la capacité de ressentir un sentiment de conscience que tu es réellement dans un rêve et que tu peux le contrôler. Et dans quelle mesure c'est là que les multiples niveaux de lucidité entrent en jeu. J'ai entendu parler de gens qui font ce que nous appellerions un mauvais rêve, et puis ils se réveillent, et puis ils se rendorment, et puis ils retournent dans ce même rêve et ils changent le résultat. Est-ce que c'est aussi considéré comme un rêve lucide? Oui, c'est considéré comme un rêve lucide continu. Oui, c'est en fait un aspect vraiment intéressant et fascinant d'un rêve lucide.
Parce que quand quelqu'un peut réellement se réveiller ou que ce soit un mauvais rêve qui l'a réveillé, la capacité de retourner dans le rêve est une facette de cette lucidité qui est vraiment fascinante. Ce n'est pas une chose facile à faire. Si tu te mets en travers de ton propre chemin, tu ne pourras pas le faire. Mais si tu laisses cela se produire de manière ludique, intentionnellement, tu peux replonger dans le même rêve. J'ai fait cela de nombreuses fois et nombreuses fois. Même maintenant, je ne savais pas que c'était une chose. Je ne savais pas que cela avait un nom. Oui, et c'est juste une autre facette. Et c'est une facette plus sophistiquée du rêve lucide. Parce que tu es réellement suffisamment conscient pour savoir que tu as la capacité de contrôler cet aspect de ton souvenir. Et je l'appelle un souvenir parce que la façon dont je vois le rêve. D'accord, donc, nous allons digresser un moment. La façon dont je vois le rêve est que le rêve, à bien des égards, est un aperçu de certaines des réalités parallèles dans lesquelles tu existes. Et donc, tu es littéralement tu es vraiment contrôlé. La façon dont tu fais le pont entre ces deux mondes. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas typiquement une chose facile à faire, mais si tu ne te concentres pas trop dessus, tu peux le faire assez facilement. C'est un rêve lucide, une forme différente de rêve lucide. Pas vraiment différente, juste un aspect différent. Est-ce que cela va de pair avec? Nous pouvons contrôler nos pensées même dans nos rêves? Oui, absolument. C'est absolument le cas. Parce que c'est dans le processus de pensée de ces rêves que tu peux changer le récit. Et cela entre dans comment cette réalité fonctionne, comment cet état de rêve, celui que nous appelons l'état éveillé de notre moi physique. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est si tu peux. Et c'est là que, tu sais, je dis aux gens, je suppose que c'était un avantage pour moi d'avoir le sens ou la capacité d'avoir des rêves lucides sans même savoir que je les avais. J'étais juste un enfant la plupart du temps. Quand je les avais à l'époque, c'était différent pour moi. L'expérience était, oh, tu sais, tout le monde a ça. Tu sais, tout le monde peut sauter dans ses rêves. Et donc pour moi, je ne me posais pas de questions. Et donc, quand tu comprends ce que tu fais dans ce rêve, c'est 100% applicable à ce rêve que nous appelons la vie. Cette chose que nous appelons l'état éveillé de la réalité qui est vraiment, et c'est un état de rêve, c'est en soi. Dans le livre que j'écris, j'ai écrit un chapitre à ce sujet sur les états de rêve et comment ils s'appliquent à la fois à ton état de sommeil physiquement et comment ils s'appliquent à ton état spirituel de rêve, ce que nous faisons en ce moment. Donc, revenons à l'EMI de 6 mois. Oh, oui, nous parlions de ça. Nous sommes allés dans un terrier de lapins. C'était ma faute de nous y avoir conduits. Revenons à l'EMI de 6 mois. Oui, donc j'étais dans un cadre hospitalier. Je voyais que c'était un peu comme la façon dont la plupart des gens parlent de leur EMI. J'étais là, mais je n'étais pas visible. Personne ne pouvait me voir ou savoir que j'étais là. C'était un peu comme si je regardais une rediffusion d'un événement qui s'était produit. Et donc, elle était inquiète que j'ai une pneumonie ou une bronchite ou quelque chose. Et elle a vu que ma situation s'améliorait et empirait, alors elle m'a emmené chez le médecin. C'était comme une clinique hôpital. Elle était inquiète et voulait s'assurer que tout allait bien. Et ils ont décidé de me garder là pour observation. Et pendant le temps que j'étais là, les choses ont mal tourné assez rapidement. Et donc, en quelques heures seulement, je suis passé d'un mauvais état à un état vraiment pire. Et mes organes se fermaient et ils sont passés de, vous savez, nous voulons le garder pour observation à pouvons-nous vous fournir un aumônier ou un ministre ou un prêtre pour venir consoler la famille parce que votre bébé va mourir, il ne passera pas la nuit. Et donc c'est là que je suis entré dans le rêve. Ou dans le rêve, j'étais dans cette partie où elle est assise là et elle est, vous savez, bouleversée par l'émotion. Et puis les médecins entrent et lui donnent la nouvelle. Ils viennent en fait à la porte, ils lui demandent si elle peut parler avec eux. Et donc elle sort, je marche en quelque sorte, je dérive à côté d'elle et je suis toujours à sa droite et ils lui racontent l'histoire. Ils lui disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et ils fournissent les services de l'aumônier et devraient-elles faire venir, vous savez, votre famille ici et ces choses. Et je me souviens ressentir toute son énergie, comme ressentir comment elle venait de se déconnecter à ce moment-là. Elle était juste comme, pour elle, c'était juste comme un peu de choses, vous savez, et
et comment elle est retournée dans la chambre, vous savez, glaciale. À cause de la nouvelle, elle a pris ses affaires, ses effets personnels et est partie. Un peu surprenant beaucoup de gens. Parce que vous venez d'entendre la nouvelle et vous supposeriez, oui, bien sûr, vous voudriez être au chevet de votre bébé et ainsi de suite. Et elle est allée à une église voisine qu'elle avait fréquentée auparavant. Et cette église, quand elle est arrivée, disons qu'ils ont acheté comme un pâté de maison de cette église, c'était sur un boulevard, donc c'était comme à la fin d'un boulevard. Et elle pouvait la voir d'où elle marchait. Elle s'est mise à genoux et a rampé jusqu'à l'église. Et c'était, je suppose, vraiment coutumier, du moins là d'où je venais. C'était en Amérique du Sud, et ils étaient très dévots, et donc ce genre. De choses était le Camino. Vous savez, le Camino que les gens parcourent et puis ils arrivent à la basilique Saint-Jacques et ils marchent à genoux. Oui, à cela. C'est très ancien. C'est très ancien, c'est très ancien. Et le Camino en espagnol, juste la marche, c'est le chemin. Donc elle fait. J'ai des frissons en t'entendant raconter ça. Je n'ai même pas encore commencé. Je sais, mais la partie où elle était à un pâté de maison de l'église et elle s'est mise à genoux et a commencé à marcher. Tout mon corps a juste fait, comme tu sais, c'est illuminé. D'accord, vas-y. D'accord. Eh bien, le truc sensoriel était vraiment énorme pour moi parce que les émotions que je ressentais étaient entièrement les siennes. Je ne ressentais pas de chagrin ou de peine pour elle. J'étais triste et peiné à cause d'elle. J'étais comme, vraiment. J'étais elle, en quelque sorte. D'accord? Et je comprends ça. Je comprends ça maintenant d'un point de vue différent avec ce que je fais de nos jours. Mais à l'époque, j'étais juste comme, wow, c'est vraiment fou. D'accord? Ça, j'ai 15 ans, tu te souviens? Et je suis juste comme, je n'ai jamais eu un rêve comme ça avant. Et elle a passé un bon moment à l'hôtel, mais encore une fois, comme je. J'en parle un peu dans mon livre que c'était l'énergie qu'elle émettait qui était différente. C'était vraiment différent. Elle émettait une énergie qui n'était pas basée sur vraiment. C'était juste, tu sais, du chagrin et de la peine, mais pas vraiment. C'était. Il y avait un sentiment de gratitude et d'appréciation qu'elle avait. C'était comme si elle se sentait si profondément bénie d'avoir eu les 6 mois avec moi, que tout ce qu'elle pouvait faire était juste. Dans sa prière, c'était juste. Merci, merci, merci pour les 6 mois que j'ai eus avec ce bébé, pour l'avoir touché, l'avoir tenu, être sa mère, vivre la joie de tout cela. Merci. Ce n'était pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. C'était un sentiment si beau, si profondément touchant, que je ne pouvais pas vraiment à l'époque le comprendre très bien, encore moins l'apprécier, mais c'était tellement incroyable. Je pouvais sentir l'air, l'énergie dans l'église. C'était dansant autour de cette énergie. C'était vraiment touché par cette énergie. D'accord. Et donc, cela a duré un peu. Et puis, j'ai ressenti ce changement dans l'énergie autour d'elle. Et à ce moment-là, elle a eu cette vision lui est venue de ce que ma vie aurait ressemblé si j'avais vécu pour qu'elle ait eu la chance de me voir grandir. Elle a eu la chance de me voir devenir l'homme que j'aurais été et le père que j'aurais été et le fils que j'aurais été. Tout ça. Et encore une fois, elle a été inondée de ce sentiment émotionnel, de gratitude pour l'opportunité d'avoir eu un aperçu de ma vie, d'une manière qu'elle n'aurait jamais eue. Elle pensait qu'elle ne verrait jamais. Et cette gratitude et cette appréciation, cette joie de pouvoir vivre, me voir dans son rêve, dans ses visions en tant qu'adulte, était si forte en elle qu'elle s'est effondrée et a commencé à pleurer. Et à ce moment-là, encore une fois, toute gratitude, toute appréciation. À ce moment-là, l'énergie a encore changé dans l'église. Et pour moi, je n'étais pas. Je suis très à l'aise maintenant avec l'énergie, mais je ne savais pas ce qui se passait à l'époque.
Pourquoi étais-je si préoccupé par l'énergie autour d'elle et comment elle changeait? Et bien sûr, à ce moment-là, elle a commencé à ressentir ce sentiment énorme de paix. Et à ce moment-là, elle a réalisé que quelque chose s'était passé, mais elle ne savait pas quoi. Et donc, elle s'est levée, a pris ses affaires et est sortie de l'église et est retournée à l'hôpital. Et à ce moment-là, elle s'attendait pleinement à ce qu'elle allait croiser les médecins et les membres de la famille et qu'ils allaient lui annoncer la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Et donc, quand elle est arrivée, tout le monde pleurait et se réunissait, moi, vous savez, en gros, debout là à la porte en l'attendant. Et donc, elle s'y attendait, mais à la place, les médecins sont venus vers elle et ils lui ont dit que pendant la courte période où elle était partie, il y avait eu un miracle et que le miracle était que mes organes avaient recommencé à fonctionner. Toute la bronchite ou les symptômes de ce rhume de poitrine ou quoi que ce soit qui se passait, tout avait changé. Tout a changé en un court laps de temps. Tout revenait. Et comme ils le faisaient à l'époque, et même encore aujourd'hui, ils ont juste mis ça sur le compte d'un miracle médical. Et personne n'en a vraiment parlé beaucoup plus après ça. Ils ne comprenaient pas, mais ils ont supposé que quelque chose s'était passé et c'était fini. Et donc elle m'a ramené à la maison le lendemain, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas été si proche de mourir. Parce qu'au moment où elle était partie, ils avaient essentiellement dit que j'avais touché le fond. Ils s'attendaient essentiellement à ce que je passe l'arme à gauche d'un moment à l'autre, vous savez, et ça ne s'est pas produit. Ça a juste remonté. Tout est revenu. As-tu eu une expérience de toi-même à 6 mois? Es-tu mort? Es-tu revenu? As-tu cessé de respirer? Est-ce que tout cela est remonté? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le deuxième aspect de ma vision ou de mon rêve était où je me suis retrouvé dans la même pièce à nouveau. Mais cette fois, j'étais vraiment attiré par le bébé qui était moi. Et donc, à ce moment-là, la même chose drôle, c'est un peu comme dans le film où vous voyez comme la même chose se produire, mais sous différents angles de caméra, en quelque sorte. Donc, dans ce cas particulier, j'ai ressenti l'énergie de moi en tant que bébé. Et à un moment donné, je pouvais voir ma mère sortir de la pièce et faire ses affaires avec les médecins et revenir et partir. Mais ensuite, presque après ça, j'ai ressenti ce sentiment d'être attiré hors du corps du bébé, même si je n'y étais pas vraiment, mais j'avais l'impression d'être tiré vers le haut. Et la prochaine chose que je sais, je suis comme en lévitation, si vous voulez, au-dessus de cette pièce, et je vois tout le monde qui fait la même chose avant que ma mère ne soit plus là, et je ressens une sorte d'essence ou d'énergie au-dessus de moi, comme là où serait le plafond. Et ce n'était vraiment pas si différent du plafond, mais ça devenait vraiment sombre. Ça devenait comme noir total tout d'un coup. Et tout cela s'est passé en l'espace de quelques instants, mais c'est passé de noir total à tout d'un coup cette lumière qui brille à nouveau. Et la toute première chose que je me souviens avoir ressentie était pourquoi cette lumière ne me fait-elle pas mal aux yeux? Parce que, vous savez, quand vous êtes enfant et même maintenant, vous regardez le soleil et vous êtes comme « Ah, vous savez, vous êtes un peu ébloui par ça, n'est-ce pas? » Je n'étais pas ébloui par ça, mais pourtant cette orbe était facilement 5-10 fois plus grande que ce que j'aurais vu le soleil être. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était quelque chose bien au-delà de quelque chose, bien au-delà de toute expérience que j'aurais pu avoir en tant qu'être physique. D'accord. Donc, je suis entré dans cette lumière et elle m'a consumé. Elle m'a traversé et elle a secoué chaque cellule de mon corps dans ce que je pensais être mon corps. Chaque cellule de mon corps vibrait de manière incontrôlable. Mais c'était bien. C'était une très bonne vibration. Et quand elle s'est finalement intégrée complètement en moi, c'était comme si chaque cellule de mon corps avait une conscience d'elle-même. Et quand ce processus d'intégration s'est terminé, j'étais dans cet immense espace de lumière. Et je me souviens il y avait des êtres comme ça continuait à l'infini. Il y avait des êtres très, très, très loin. Et donc, à ce moment-là, ces 4 êtres, ces 4 êtres sont venus vers moi et ils m'ont entouré. Et j'ai su immédiatement qu'ils étaient des êtres de lumière. Il n'y avait pas
de caractéristiques définies d'eux. Pas de caractéristiques faciales, rien. Mais ce qui était intéressant, c'est que je les connaissais. Je les connaissais comme différentes des autres. Et donc, ils m'ont embrassé. Ils m'ont embrassé. Et quand ils m'ont embrassé, j'ai explosé. J'ai explosé dans tout. J'ai commencé à ressentir ce que encore une fois, je le décris comme 1 million de câlins, mais ce n'était vraiment pas 1 million de câlins. C'était bien au-delà d'1 million de câlins. Mais j'ai ressenti cet aspect de moi juste exploser dans tout. J'étais tout dans cet espace. J'étais tout. Je comprenais tout. Je pouvais comprendre. Les débuts de tout. Les fins de tout. J'ai vu. Les débuts de vie. Les fins de vie. Je les ai vécus comme si je les avais eus. Ce n'était pas ma vie. C'était toute la vie. C'était toute la vie. C'était indescriptible pendant la majeure partie de ma vie, jusqu'à maintenant, récemment, où j'ai pu avoir des expériences similaires à travers le channeling, que je me souviens de ce que c'était et plus spécifiquement de ce qui s'était passé pendant cette expérience de mort imminente. Et la prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais ramené à une vitesse extraordinairement rapide à travers un tunnel de lumière. Et comme cela s'est produit de nombreuses fois, je me retrouvais à atterrir brutalement sur mon lit, maintenant, 15 ans plus tard, dans une mare de sueur, et littéralement désorienté à chaque fois. Peu importe que je l'ai fait la première fois ou la 15e fois, j'étais toujours désorienté. Je ne pouvais pas me souvenir pendant un moment où j'étais. Et puis j'ai réalisé que j'étais de retour. J'étais de retour. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Il y avait, à l'époque, personne ne parlait de cela, donc je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Mais je savais que j'étais de retour, et je savais que je ne voulais pas être ici. Je voulais être là-bas, et la ruée immédiate d'émotions derrière cela, sachant que j'avais quitté quelque chose qui, pour moi, ressemblait bien plus à la maison que n'importe où ailleurs. Et donc, j'ai dû affronter ma mère et lui demander « De quoi s'agissait-il? » Je veux dire, qu'est-ce que cela? Est-ce que cela? Ma première question était, est-ce que cela s'est réellement produit? Je veux dire, parce que je continue d'avoir ce rêve et tu y es. Et quand je lui ai dit, sa bouche s'est ouverte. Elle a dû s'asseoir parce qu'elle allait probablement s'évanouir. Et elle a dit, tu sais ce que tu décris, comment tu le décris, surtout la version qui avait à voir avec elle. Elle a dit, personne ne connaissait les détails exacts de cela. Personne ne savait ce qui s'était passé dans l'église, ce que je faisais là. Personne. Elle dit, ce que tu décris est un miracle. Et jusqu'à ce moment-là, sa pensée, sa version du miracle, était le fait que j'avais survécu cette nuit-là. Mais maintenant, elle avait réalisé que quelque chose d'encore plus grand s'était produit, ou aussi grand s'était produit. Donc, à l'époque, elle voulait que je partage cela avec les gens, que j'aille à l'église, que je parle aux prêtres, que je leur raconte tout, tu sais. Et j'avais déjà, comme je l'avais mentionné, j'avais déjà vécu dans la maison des hantises, et mes frères et sœurs avaient essayé cette approche, et ça n'avait pas très bien marché. Donc, il n'y avait aucun moyen que je raconte ça à qui que ce soit. J'avais du mal à comprendre ce que tout cela signifiait, encore moins à le partager. J'ai réalisé que cette entité était avec moi, mais c'était un aspect de moi dans une variété de différentes fréquences de ce que j'appellerais mon moi supérieur. Et elle s'est intégrée à moi très tôt, littéralement depuis que j'avais 6 mois jusqu'à maintenant. C'est pourquoi certaines personnes sont souvent comme, et nous parlions de cela hors caméra, ce qui est, certaines personnes demandent, tu sais, est-ce qu'il parle? Parce que ce n'est pas une chose singulière, c'est une variété de différentes fréquences qui passent. Et je suis comme, oui, il parle constamment. Je veux dire, je parle littéralement. La raison pour laquelle j'ai ces discussions que je fais sur YouTube où je parle de vous me posez n'importe quelle question et je vais y répondre. Pour la plupart du temps, je fais de mon mieux. Je ne peux pas répondre combien de coups de langue il faut pour atteindre le centre d'un Tootsie Roll Pop. Mais je peux répondre à la plupart des autres choses et c'est un secret que personne ne connaît. Le monde ne le saura jamais. D'accord. Mais je peux généralement le faire parce qu'instantanément, je m'intègre à cet aspect de l'intelligence que nous avons tous et que nous sommes. Et c'est ce que c'est. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Et donc, je veux entrer dans cela en profondeur ici dans une minute. D'abord,
chaque fois que je travaille avec quelqu'un et qu'un être cher ou un autre esprit entre, ils sont toujours du côté droit. Si vous écoutez une de mes émissions et ce sera quelqu'un qui veut parler à sa grand-mère décédée, son chien décédé ou qui que ce soit, et je dirais, d'accord, grand-mère est juste là à votre droite. Ils viennent toujours à droite. Donc, tu es la première personne, Franco, que j'ai jamais entendu dire c'est toujours à droite pour moi. Allez! Non, sérieusement. Oui, oui. Et si c'est, je parlais avec quelqu'un ce matin, avec un client ce matin, et nous parlions à ses grands-parents et puis à ses parents, et c'est mon expérience de faire cela des dizaines de milliers de fois, où la première personne qu'il mentionne apparaît à droite, la deuxième à gauche, et puis ils. Et puis ils seront à droite, à gauche, et ils sortent et ils entrent, comme mon client ou mon appelant dans mon émission les mentionne. Donc, ils diront ma mamie ou vous savez, chien, Fluffy. Et puis, ils entrent dans cet ordre. Parce que c'est aussi mon expérience que dès que nous pensons à un esprit, un être cher ou Elvis ou peu importe si nous les connaissions même. Tu vis près de la maison de Prince? Eh bien, je suis en fait à un saut de puce de Paisley Park, donc je ressens ces énergies beaucoup. Oui. Donc, tu penses à lui et il vient immédiatement parce que nos têtes sont comme de grandes antennes paraboliques. D'accord. Tu as mentionné plusieurs fois que tu vivais dans une maison avec des hantises. Tu ne peux pas juste dire ça et puis passer à autre chose comme ça. La plupart des gens ne se soucient pas d'entendre ça. Tu sais ça? Mais je me soucie de ce que la plupart des gens disent hantise. Tu sais qui se soucie? A vécu dans la maison avant ou ton parent décédé ou qui étaient les esprits que tu voyais? Donc, c'est une histoire intéressante, Julie. D'accord. D'accord. Alors, c'est parti. OK? So, la façon dont nous fonctionnons, c'est que nous avons un nous. Nous contenons toutes ces signatures énergétiques. D'accord? Et cela n'est pas applicable seulement aux enfants, mais les enfants ont tendance à avoir la capacité d'avoir ces codes relativement actifs. Et nous appelons ces codes On m'a dit que ces codes sont ce que nous appellerions souvent la brillance. D'accord? Et comme dans The Shining, d'accord? Et donc, si quelqu'un a déjà vu ce film, c'est un peu un casse-tête, d'accord? Casse-tête. Et vous savez, ce n'est pas vraiment si effrayant, mais ça vous fait quelque chose. Et donc, si vous remarquez dans le film, et je ne donne rien, mais les gens ne l'ont pas vu, mais dans le film, l'accent est principalement mis sur le personnage principal, d'accord? Et très peu est discuté à propos du garçon dans le film, alors que en réalité, et le livre est un peu mieux à ce sujet, mais le véritable personnage principal de l'histoire est le garçon. Le garçon a la brillance, et la brillance est cette lumière, code de lumière du corps d'énergie. La belle énergie qu'elle a, qui vient des plus hauts niveaux de la source, d'accord? Et nous les portons. Nous les portons tous. Mais les enfants ont la brillance. Ils ne peuvent pas avoir complètement la brillance pour la plupart. Donc, dans le film, pour rendre cela court et doux. Parce que cela a une pertinence pour mon histoire, c'est que le petit garçon a activé l'autel. Et puis, tout devient un peu fou après ça. Maintenant, je vais m'arrêter là pour ceux qui veulent regarder le film, d'accord? De la même manière, quand j'avais environ 5 ans, nous avons emménagé dans cette maison. Et auparavant, il n'y avait aucune histoire de quelque type de hantise ou de quelque type de quoi que ce soit, aucune activité paranormale que quiconque connaissait. Mais rapidement après notre emménagement, les choses sont devenues sauvages rapidement. Mon frère, qui partageait une chambre avec moi, a vraiment été le premier à expérimenter quoi que ce soit de paranormal. Ce qu'il a expérimenté, et je le décris dans mon livre, c'est qu'il a expérimenté la première rencontre avec cette image sombre et menaçante et des yeux rouges perçants. D'accord? Et il a réveillé tout le monde dans la maison. D'accord? Il a réveillé tout le monde. Et
Et bien sûr, comme dans les films, vous savez, les lumières s'allument, il regarde sur le porche, il n'y a personne. Que fais-tu? Que fais-tu? Parle. En dormant, tu sais. Et comme je le décris, cela est devenu le début d'une odyssée de 6 ans parce que nous avons eu tout sauf du sang coulant des murs sortant de l'eau. Nous avons eu ces possessions courageuses qui se produisaient où quelqu'un dans ma famille commençait à parler d'une voix différente ou même dans une langue différente. Et il marchait autour littéralement comme un vieil homme frêle. Et toutes les personnes se poursuivant avec des couteaux et des exorcismes, des demandes directes au Vatican pour un exorcisme en bonne et due forme. Des prêtres essayant d'entrer, ils se font balancer dans les pièces. Vous imaginez? C'était vraiment ça. C'était tout ça et plus encore. D'accord? Et ce qui était vraiment intéressant, je regarde ça maintenant, et ce qui était vraiment intéressant, j'en parle assez souvent. Il y a eu ce moment, des années après tout ça, et vous savez, vous êtes assis là dans un film, n'est-ce pas? Et vous êtes assis là dans le film et vous vous dites, que faites-vous ici? Sors de la maison. Tu sais, ma chérie, sors de la maison. Va-t'en. Pars. D'accord? Tu te dis, pourquoi es-tu là? Tu sais, et je n'ai pas de réponse à ça parce que je n'avais que 5, 6, 7 ans. Donc, je n'avais vraiment pas mon mot à dire sur le fait de partir ou non. Mais ça a duré des années. Et finalement, nous sommes partis. Et cette énergie nous a suivis un peu. Mais j'ai découvert que cette maison, il y avait une histoire dans cette maison. Et l'histoire était que quand elle a été construite, parce qu'elle a été construite juste avant les années 1900, cette maison avait été occupée par un monsieur qui avait une fille. Et elle avait elle avait le don, d'accord? Pas si différent de ce que j'avais enfant. Et donc, elle a activé la maison. Et quand elle a activé la maison est devenue un passage entre ce monde et le monde où ils essayaient d'aller. Elle était l'intermédiaire. Elle était le don. C'est ce qu'est le don. Le don est la capacité d'utiliser soi-même comme entrée, comme portail vers les autres dimensions pour que les gens puissent passer. Et donc, pour conclure cette histoire, il y a quelques années, je suis retourné dans cette maison et elle était toujours aussi effrayante. Et personne ne semblait y vivre. Quelle surprise. D'accord. Et j'ai passé quelques nuits dehors. Il y avait comme ce petit passage couvert ou quelque chose pour tu peux traîner un peu. On le faisait quand on était enfant, donc je savais où c'était. Et je me suis permis de servir de passerelle pour ces entités parce qu'elles étaient toujours là, même si elles n'étaient pas présentes pour ceux qui étaient partis ou ceux qui sont venus après. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ça m'a permis de les voir dans leur lumière la plus pure. Et c'est là que je ne fais pas beaucoup de choses paranormales dans ce que je fais ces jours-ci, mais je comprends complètement que la raison pour laquelle beaucoup de cette énergie semble, entre guillemets, démoniaque, c'est parce que, imaginez-vous coincé entre les dimensions et vous ne pouvez communiquer avec personne à ce sujet. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ces beaux dons entrent dans cette maison et il n'y a aucun moyen de communiquer que vous essayez désespérément de passer de l'autre côté. Finalement, vous devenez fou, vous devenez dingue parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour attirer l'attention de quiconque peut vous entendre ou vous sentir. Et donc, quand j'ai réalisé que c'était le cas, je suis entré dans une fréquence de juste me permettre. Je fais des choses géométriques sacrées et je savais comment me placer au centre du cercle et leur permettre de passer un par un à travers moi. Et quand ils sont passés à travers moi et quand ils m'ont apparu comme cet homme, la fille qui s'était suicidée, pendue. C'est venu comme une famille de 4. 2 filles et un homme et une fille qui étaient morts dans un accident de bateau. Il y avait une dame âgée là-bas. Ils étaient beaux, ils étaient doux, ils étaient tendres. Parce que pour la première fois, j'ai pu m'accorder à leur vraie fréquence. Et un par un, ils ont traversé moi et sont allés dans la lumière. Et c'était tout.
La maison était purifiée. Rien de démoniaque là-dedans. Rien du tout effrayant. Et puis, ils le perçoivent, comme tu l'as dit, basé sur les films et les représentations des esprits dont les gens ont si peur. Et c'est tout, eux interprétant à travers la peur. Je dis toujours que tous les esprits sont amour pur. D'accord, donc je dois te demander, tu as 15 ans, tu vois tous ces esprits, tu les as vus dans la maison hantée, tu les as vus vraiment pendant la majeure partie de ta vie. À ce stade, tu sors du lycée, et tu es allé travailler dans une épicerie. As-tu commencé à faire des trucs mystiques? Je veux dire, où? Non, mais tu sais, assez drôle, j'ai travaillé dans une épicerie. D'accord. Voyant ou quelque chose. Franco? Donc. Mais je n'ai pas fait de trucs mystiques. Je veux dire, je n'ai pas fait de trucs mystiques intentionnels. Alors, comment es-tu passé de l'épicerie à faire des trucs mystiques dans ta vie actuelle? C'était une série d'événements. Une série d'événements. Donne-nous le résumé. Le résumé était que l'un des événements les plus déterminants, je vais te donner et je vais te donner le résumé de ça, c'est que j'étais. Avance rapide d'environ 10 ans plus tard, mais il y avait des choses qui s'étaient déjà passées avant ça, mais j'étais juste dans un déni absolu. Avance rapide de 10, environ 10 ans après, maintenant environ presque 15 ans après, ces séries de rêves et tout ça. Et pour faire court, mon fils, qui avait 2 ans et demi à l'époque, deux ans et demi à l'époque, a traversé les voies. Comme au dépôt, ou Oui, le dépôt et à la prise en charge. Et donc, mon fils, il a lâché la main de ma femme et a couru parce qu'il m'a vu. Et puis, il y avait toutes ces voitures qui arrivaient. Elles arrivaient à une assez bonne allure. Et à ce moment-là, j'ai eu cette expérience, une expérience hors du corps, où j'ai littéralement quitté dans un état d'horreur. J'ai quitté mon corps et je me suis retrouvé. J'ai commencé à crier non, juste à plein poumon. Je ne savais pas si ça allait faire quelque chose, mais c'était juste la réaction que j'avais. Et j'ai ressenti, et je décris cela dans le livre parce que c'est très, très pertinent pour ce que je fais avec comment j'essaie de faire en sorte que les gens de puiser dans leur capacité. D'accord? C'est que je suis allé profondément en moi-même. Je ne savais pas vraiment que j'étais conscient de le faire. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait. Et j'étais comme, d'accord, c'est intéressant. Je suis allé profondément en moi-même et puis j'ai crié non. Dans une vibration qui, elle a littéralement ondulé à travers l'aéroport. Et je veux dire ça parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'aéroport, tout ça, la structure, les gens, les voitures, les avions, ils ont tous fait comme ça dans une vague. Et j'étais assis là et c'est comme mettre une couverture, mettre un drap sur une journée d'été et le regarder juste flotter dans le vent. C'était comme ça, c'était comme si quelqu'un avait mis un drap. C'était un drap très tridimensionnel parce qu'il était partout et tout était projeté dessus. Et tout s'est arrêté, comme si le temps s'était suspendu. Ça s'est arrêté. Même le bruit s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Pendant environ 5, peut-être 6 secondes, ça s'est arrêté. C'était plus que suffisant pour s'asseoir là et comme dans les films, aller chaud. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? C'est vraiment étrange. Tout vient de s'arrêter. Et donc, il a facilement traversé la rue sans être touché. Et puis, tout est revenu. Et ce qui était vraiment fou, je veux dire, si ce n'était pas assez fou, d'accord, c'était le fait que je suis assis là et je regarde autour et personne, même ne savait à distance ce qui s'était passé. Je veux dire, j'ai crié et je vous le dis, ça aurait été entendu à des kilomètres à la ronde, d'accord? Mais personne, tout le monde est juste retourné à ce qu'il faisait. C'était comme si rien ne s'était passé. Et donc, c'était un événement tellement marquant. Il y en avait d'autres et des gros aussi. Mais c'était un événement tellement marquant parce que comme je le décris que c'était le moment où j'ai eu la chance de jeter un coup d'œil de l'autre côté du voile. C'était l'opportunité que j'ai eue de voir la pièce opérationnelle de la simulation de ce jeu. Je ne le savais pas à l'époque, mais ça m'est resté pour toujours. Et plus tard, je rassemble les pièces. Mais c'était mon vrai grand moment où ma vie ne pouvait pas revenir en arrière. Elle ne pouvait tout simplement pas revenir en arrière. Et donc, je passe. Cette décennie et la décennie suivante à encore me battre, à encore avoir cette introduction avec Caleb et la voix et tout ça.
et à encore avoir ces événements bizarres qui se produisent. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de states, tellement d'examens spirituellement transformateurs. Je veux dire, j'en ai tellement. Parce que la façon dont je le décris, je suis un idiot, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas comprendre le premier indice. Je ne voulais pas accepter ce qui se passait. Mais c'est en 2010, j'ai eu un extraordinaire, appelons ça un éveil, un souvenir, je l'ai appelé, et c'était à ce moment-là que cette relation avec Caleb encore, vraiment à plein régime, est devenue. Alors, dis-nous qui est Caleb. Donc, la façon la plus simple de décrire Caleb est que Caleb est une conscience, n'est-ce pas? Tout le monde parle d'accord, c'est une conscience collective, une collective. Et c'est dans son, et cette pièce collective est vraiment intentionnelle ici, parce que je ne t'ai jamais dit. Que veux-tu dire par collectif? Je parle souvent de comment, dans cette analogie de l'océan et des gouttes, et je dis aux gens, bien que cela ait du sens, souvenez-vous que l'océan ne peut pas exister sans les gouttes, mais les gouttes peuvent exister sans l'océan. Et donc, ce concept de l'idée que nous, en tant qu'êtres spirituels, nous sommes réunis pour former un collectif était ce qui, finalement, m'a emmené. Ce souvenir massif de tant d'autres choses sur le monde multidimensionnel qui faisait partie de mon éveil ou de mon souvenir en 2009. Donc, Caleb est ce collectif. Caleb est, si tu te regardes et que tu es debout dans le port à New York et que je suis dans le port au Royaume-Uni, quelque part au Royaume-Uni, c'est le même océan d'être collectif. Je ne fais que puiser dans un côté de celui-ci et d'autres puisent dans d'autres côtés de celui-ci. Mais c'est toujours le collectif. C'est toujours une partie de la même conscience, flux de conscience, mais individuellement, s'identifiant à travers diverses formes de lui-même, si cela a du sens. Alors, pourquoi l'appelle-t-il? Pourquoi le collectif s'appelle-t-il Caleb? Est-ce pour que tu sois mieux capable de, au moins, avoir un cadre de référence d'un point de vue humain? C'est exactement ça. Mais je veux dire, c'est ça. Je veux dire, si j'avais un micro, je le laisserais tomber maintenant parce que c'était ça. Parce qu'en fait, quand je suis allé écrire le livre, je n'avais pas de nom pour eux. Et j'ai dit, tu sais quoi? Ça aiderait le lecteur, la personne qui lit ça, si je pouvais humaniser un peu cette expérience. Pourrais-je avoir un nom pour vous? Et ils ont dit, nous reviendrons vers vous. Et puis ils sont revenus et ils ont dit, vous pouvez nous appeler Caleb. Je ne connaissais pas la référence à Caleb, mais j'ai ressenti intuitivement de faire un peu de recherche. Et intuitivement, je suis juste allé à la source sur laquelle je m'appuyais un peu en grandissant, qui était plus une source de fond biblique. Alors j'ai pensé, eh bien, tu sais, laisse-moi juste vérifier s'il y a une vraie référence à un Caleb. Et il s'avère qu'il y a très peu de références à Caleb. Je veux dire, ça ressemble à un nom qui serait comme éclaboussé partout dans le livre. D'accord, mais il n'y en a pas, sauf pour vraiment une. D'accord. Et même là, ce n'est pas vraiment beaucoup référencé. D'accord, mais c'est là. D'accord. Et Caleb. Caleb, d'accord. Donc Moïse, d'accord, avait son conseil. Et chaque fois qu'il faisait quelque chose, tu sais, aller dans le désert ou autre, d'accord, il s'appuyait toujours sur son conseil de conseiller pour lui donner une direction. Et évidemment, les gens savent de tout, tu sais. Je vais me dater ici, d'accord, mais je vais dire qu'ils savent, tu sais, que Josué était l'un d'eux. Parce que si tu as vu les 10 commandements de Charlton Heston, tu connais ton histoire là-bas, d'accord? Donc c'est pourquoi je dis que je me date ici. D'accord, peut-être que je ne me date pas, peut-être que je le regarde juste à travers Netflix ou quelque chose dans une vieille version du film, mais en tout cas, donc la plupart des gens connaissent Josué et les autres conseillers. Mais quand Moïse prenait toute décision vraiment sérieuse, il passait par son conseil. Le conseil discutait, en parlait, et puis donnait son avis, le lui donnait, et ensuite il allait voir son conseiller spécial. Et son conseiller spécial était Dundun, Caleb. Et très peu de gens connaissent Caleb. Maintenant, il s'avère que dans une régression de vie antérieure,
que j'avais faites et aussi pas vraiment une régression formelle, mais juste dans la vie antérieure en revenant dans ma propre méditation, des choses que je ferais. Il y a un lien très fort pour cette histoire et pourquoi je me suis retrouvé dans le désert, dans mon expérience de mort imminente. Donc, ça devra probablement être pour une autre fois. Mais il y a toujours des connexions à tout. Tout cela est un énorme puzzle qui n'est qu'un teasing. C'est un teasing, Julie, pour que tu puisses peut-être me rappeler un jour. Caleb a-t-il un message pour nous tous qui regardons et écoutons? Caleb a-t-il quelque chose qu'ils veulent que nous sachions? D'accord. Donc, comme tu le sais, j'étais juste pour expliquer un peu la façon dont le collectif opère à travers moi. Et la réponse est oui. D'accord. Maintenant, tu ne vas pas me faire rouler les yeux et commencer à parler d'une voix différente. Je ne fais pas ça non plus. Mais, eh bien, tu serais surpris de voir combien de gens sont comme vraiment. Tu ne vas pas faire ça. Pas nécessaire. Et donc, Caleb est intégré avec moi au point que je suis constamment 247, vibrant à la fréquence 2. Donc, et au point que ça ne me demande rien de spécial. Je fais littéralement comme une question est posée, je vais juste immédiatement dans mon esprit et je fais la même chose. Oui, je fais la même chose. Donc, mais voici la réponse qu'ils veulent que l'humanité comprenne. Et ils continuent de le dire. Le moment est maintenant. Le moment est maintenant. Ils continuent. Et j'ai dit ça dans d'autres interviews, mais ils insistent vraiment sur le fait que c'est ça. C'est le moment que, d'un point de vue prophétique, si vous voulez aller dans cette direction, c'est le moment. C'est ça. Ce que nous vivons en ce moment, c'est le moment décisif. Et ça. Et que nous tous, que nous le sachions ou non, avons une contribution unique et très puissante. Je vais insister sur le fait qu'ils disent très puissante. D'accord? Une contribution à apporter à ce processus. Personne n'est ici par accident. Ils disent, personne n'est ici par accident. Et si quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui écoute notre interview, ou peut-être qu'ils écoutent, mais qu'ils ne reçoivent pas cette activation, ils sont ici pour écouter cela pour une raison, et ils sont ici pour l'écouter non seulement parce que nous parlons de tout ce qui est paranormal, mais parce que vous et moi sommes. Dans notre moment d'être ensemble, nous nous activons mutuellement avec certains codes, et ces codes sont en train de s'intégrer avec eux pour qu'ils réalisent eux-mêmes que leur lumière, leur vraie lumière, celle que tout le monde dit, soyez la lumière, brillez la lumière du monde. Ils sont la lumière du monde. Ils sont la lumière du monde. Ce n'est pas, il continue de dire, ce n'est pas censé être des mots fleuris. C'est le moment. Et malgré toute la rhétorique et malgré tout il continue de dire les fausses alertes ou la façon dont les gens les ressentent comme des fausses alertes, de faux espoirs. C'est ça. C'est ça. C'est le moment pour nous de nous lever, de nous rappeler qui nous sommes et d'être la lumière. Soyez la lumière du monde. Soyez la lumière du monde. Pas une lumière du monde, il continue de dire la lumière du monde. Et ça se manifestera de différentes manières pour différentes personnes, mais ça se manifestera maintenant. Ça commencera à se manifester maintenant. Et ça se manifeste depuis un certain temps, mais ça va vraiment s'intensifier maintenant. Donc c'est ça. Pourquoi ça s'intensifie maintenant? Parce que ce jeu se termine. Il y a un cycle. Il y a un cycle. À ces expériences, à ces écoles terrestres, et nous avons accompli tout ce que nous désirons avoir accompli, bien que nous ayons failli nous faire exploser 1 million de fois en essayant de le faire. Et vous savez, nous faisons une sacrée bonne chose. Ils essaient de continuer à le faire, d'accord? Nous ne faisons juste pas. Nous ne voulons pas arrêter d'essayer de le faire, d'accord? Mais nous avons atteint un point, dans la façon dont cette version de l'école a été créée, que c'est fini. Comme chaque école, elle se termine. Chaque école a sa fin et puis un nouveau commencement et cette école est terminée, ce que nous sommes venus ici pour nous souvenir et maintenant à notre disposition pour le faire. Et c'est la partie de l'ascension. C'est la partie de se souvenir de qui nous sommes pour que nous puissions nous élever dans notre conscience pour nous souvenir de qui nous sommes en tant qu'être divin. Donc c'est pourquoi ça se termine. Parce que chaque
pas, je ne dirais pas chaque, mais la plupart des cycles scolaires. La plupart, d'un point de vue historique, la plupart des civilisations durent généralement 8 à 12 000 ans dans cette école terrestre, et puis elles disparaissent d'une manière ou d'une autre. Elles ont des événements catastrophiques, vous savez, des inondations. Elles ont, vous savez, des astéroïdes. Elles se font exploser. Et dans le cas de l'Atlantide, elles se terminent dans ceux qui sont ici pour s'élever, et ceux qui ne le sont pas, ils répètent le cours à nouveau. Cela signifie-t-il que le monde est? Nous savons qu'il va se terminer. Cela signifie-t-il que nous allons atteindre une vibration plus élevée et une nouvelle ère du Verseau, faute de mieux? Oui, je sais, faute de meilleurs mots. Oui, je sais que parfois tu te dis « Oh, est-ce que je veux vraiment le dire de cette façon? » Parce que tu sais, tout le monde aime. Penser, tu sais, j'entends l'âge. Oui, moi aussi. J'ai presque envie de prendre un bandeau et de commencer à chanter avec toi. Je vais prendre la guitare et fredonner quelques airs et... Est-ce que c'est ce qu'ils veulent dire, qu'il y a comme une nouvelle réalité qui prend place, une nouvelle vibration, ou que la Terre va imploser et que nous n'allons plus être là bientôt? Et puisque le temps n'existe pas dans le monde spirituel, bientôt? Oui. Non, si je suis cette ligne de questionnement. C'est la fin de la 3D telle que nous la connaissons. Si vous la regardez en termes de jeu ou d'école, elle a son point final. D'accord? Et j'ai dit cela à travers un certain nombre d'expériences de canalisation. Ça n'a jamais changé. Que cette fin est autour de 2039. Mais, mais ça, et c'est pourquoi j'ai dit oui, non. Parce que le oui, c'est que nous vibrons en tant que conscience à un niveau plus élevé, maintenant que jamais auparavant. Et cette vibration continue de s'élever. Et si vous comprenez, et vous, comprenez-vous que la conscience grandit à partir de cette vibration? Il y a une dimension appelée la 5e dimension. Et vous savez, mais il y a aussi une 4e dimension dont la plupart des gens ne parlent pas, mais il y a une version de la 5e dimension, de ce monde que nous allons vibrer dedans. Et dans ce monde, ce à quoi cela ressemble dans ce monde 3D, c'est que nous vibrons littéralement. Nous vibrons littéralement hors de ce jeu. Et dans ce jeu est comme. Vous vous souvenez comment, quand vous étiez enfant, peut-être que vous voyiez comment la fusée décollait dans l'espace, et puis vous voyez la caméra et cette pièce qui vous a amené jusqu'au niveau les plus élevés de la stratosphère, elle se détachait et allait dans l'océan. C'est l'image, je l'ai toujours. Cette partie qui retourne dans l'océan, pour ainsi dire, c'est le monde 3D que vous laissez derrière. Et ce monde 5D dans lequel vous entrez, c'est une séquence vibratoire dans laquelle vous vous élevez. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ont un peu de difficulté à comprendre, juste parce que les énergies 5D sont ici, qui sont des énergies de création et d'intégration. Juste parce qu'elles sont ici ne signifie pas que juste parce que vous êtes venu à la fête, que vous pouvez expérimenter la 5D. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. C'est juste que c'est pour comprendre pourquoi Caleb a dit, vous savez, c'est le moment. Vous devez être la lumière, vous devez être la vibration, vous devez être une fréquence. Vous devez entrer en vous-même et vous rappeler qui vous êtes, car vous devez le faire pour vous intégrer au niveau supérieur de conscience. La 5D est autour de nous en ce moment, mais elle s'intègre maintenant, plus que jamais, à travers le système de grille de cette planète et à travers nos systèmes de grille. Mais vous devez toujours vous rappeler qui vous êtes. Vous pouvez y résister. Et ce n'est pas nécessairement une idée sage parce que résister, comme ils disent, est futile, d'accord? Ça rend juste plus difficile pour vous de vous élever ou « Oui, je savais que vous vous souviendriez probablement de cette phrase, mais c'est futile. » Et donc c'est un processus de souvenir. C'est le processus d'initiation de l'ascension. Il y a un processus d'initiation pour se souvenir de qui vous êtes. Et une fois que vous passez par ce processus de souvenir, le jeu il s'ouvre simplement à la beauté et à la magie et au mysticisme de la 5D. Et donc, pour répondre à votre question, il y a cette partie que les gens ne se concentrent pas beaucoup là-dessus. Ils parlent de la 5D, mais ne se concentrent pas sur ce que cela signifie. Parce c'est facile de rester coincé dans l'autre chronologie qui dit que ce monde 3D est en train de se diriger
vers une fin, parce que ce monde 3D se dirige vers une fin. Mais cela ne signifie pas que vous devez être là pour le voir. D'accord? Et ça n'explose pas. Ça n'explose pas. Nous ferons un bon travail de juste nous débarrasser de nous-mêmes. D'accord? Et puis, l'école est nettoyée comme chaque école l'est chaque été. Et une nouvelle école arrive, une nouvelle classe arrive. D'accord? Donc, c'est comme ça que je comprends ça. Aidez-moi avec ça. Et aussi, quand j'aurai fini de dire ce que je vais dire, pourquoi tout le monde saute-t-il la 4D? Qu'est-ce que c'est? Comme vous allez directement en tête de la file et vous sautez une classe, qu'est-ce qui se passe avec le... Allô? Allô? Oui, oui, oui. Donc, je passe un bon nombre de temps avec soit mes étudiants ou d'autres, à expliquer cela. D'accord, il y a une 4D. Vous savez, après 3, il y a 4. D'accord? Et puis 4 va dans 5. Vous ne sautez pas 4. Mais 4 est là où tous les indices et les énigmes sont. Et si vous ne reconnaissez pas 4, vous allez manquer les indices et les énigmes du jeu. Et c'est là que les choses deviennent si extraordinairement mystiques, si extraordinairement magiques. Une telle aventure comme tout ce que vous verriez à Hollywood. C'est parce que dans ce 4 se trouvent tous les codes, toutes les clés sont, et les gens le sautent. C'est pourquoi ils sont assis là à se dire « Je fais tout ça et je ne peux pas comprendre pourquoi je n'avance pas. » Parce que vous avez sauté 4. D'accord? Donc, ma perspective de tout cela, et je ne m'engage pas dans le terrier du lapin de la 3D, 4D, 5D. Je ne joue pas là. Je prends juste ce que je reçois et je passe à autre chose. Donc, ma perspective est, nous serons toujours ici dans le corps humain. Nous serons capables d'accéder à des vibrations plus élevées dans la 4D et la 5D. Ce n'est pas comme si nous allions tous évaporer nos corps et être juste sous forme spirituelle. Ceux d'entre vous qui écoutent, vous devriez voir le visage de Franco en ce moment. Je veux dire, il lève les sourcils et dit « Eh bien, mais il y a plus dans l'histoire ici. C'est ma perspective de cela. C'est que nous serons capables de faire des choses comme ça, arrêter le temps pour que votre tout petit puisse traverser 5 voies de circulation à la voie de ramassage à l'aéroport et faire des choses de ce genre que les gens peuvent expérimenter. Et maintenant, nous disons juste « Oh mon Dieu, quel miracle! » Ou, vous savez, beaucoup de gens appellent ça des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Vous savez, c'est tout l'esprit qui interagit avec nous. Mais ça va être. Ma perspective est que ça va être plus apparent pour plus de gens, ça va être plus fréquent. Nous serons capables d'accéder à plus d'informations plus facilement. Est-ce que ça a du sens? Oh, ça a complètement du sens. Et je ne suis pas. Et ce que je veux faire, c'est au lieu de, je vais le dire de cette façon, je vais compléter ce que vous dites, au lieu d'essayer de donner une opinion différente à ce sujet. Ce qui se passe dans la mesure où vous élevez votre vibration est-ce que là, c'est ce que je vous dis, mec. C'est une grande histoire, d'accord? Donc, je vais essayer de tout faire en quelques minutes ici, d'accord? Que se passe-t-il avec votre vibration? Que se passe-t-il quand vous vibrez? C'est que vous vibrez littéralement. Vous vibrez littéralement dans une nouvelle dimension et vous laissez derrière, selon ce que vous aviez l'intention de faire dans cette réalité 3D, vous laissez derrière une coquille de ce que vous aviez laissé dans cette 3D. Et cela pourrait se jouer jusqu'à la fin. Peut-être que je suis. Comme je l'ai dit, j'essaie de vous donner une sorte de version Reader's Digest de cela que vous, littéralement. Il y a des références dans de nombreux endroits différents dans des livres sacrés de toutes sortes qui parlent de comment vous devenez un fantôme. Il y a un élément de fantôme, ce qui signifie que vous vibrez littéralement hors de cette dimension. Et pendant une courte période de temps, vous pourriez littéralement marcher à travers des pièces et des choses et les gens ne sauraient même pas que vous êtes littéralement là. Maintenant, cela arrive beaucoup de toute façon, mais je dis qu'ils ne savent littéralement pas que vous êtes là. D'accord. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? Oh. Eh bien, je vais vous donner la réponse telle qu'elle se rapporte à maintenant. D'accord. Nous nous incarnons maintenant parce que nous nous donnons.
Et tout le monde ne s'incarne pas autant de fois que d'autres. C'est une séparation de deux types différents de conscience qui sont sur la planète en ce moment. L'un qui est ici pour soutenir l'ascension et l'autre qui est ici pour réellement expérimenter l'ascension. Mais pour ceux qui expérimentent l'ascension, ils vibrent de nombreuses fois. Je veux dire, ils vibrent, ils s'incarnent de nombreuses fois. Parce que c'est la façon dont qu'ils se donnent la plus grande chance de probabilité qu'en s'incarnant dans l'une de ces vies, ils le comprendront réellement. Et ils améliorent leur chance parce qu'une fois qu'ils le comprennent, tous les aspects d'eux-mêmes qui jouent tous ces autres jeux et tous ces rôles incarnés recevront également cette sagesse et cette connaissance, et ils reviendront également dans cet aspect d'eux-mêmes et ils s'élèveront. C'est pourquoi, pour augmenter leur chance de le comprendre. C'est pourquoi ils s'incarnent. D'accord. Donc, vous êtes fasciné, stimulant, légitime. Je veux dire, je le sens légitime. Et ça, je ne comprends pas tout ce dont vous parlez. Je dirais que c'est au-dessus de mon niveau de rémunération. Mais c'est fascinant à méditer. Donc, tout le monde qui écoute ça, j'imagine que vous, comme moi, allez devoir revenir et écouter ça plusieurs fois parce qu'il y a tellement de pépites d'or ici tout au long de cette conversation. Et elles sont à un niveau vibratoire vraiment élevé que je vais devoir écouter plus d'une fois pour le ramener à mon niveau de vibration, d'intelligence humaine. Mais c'est certainement stimulant, si rien d'autre. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? J'ai établi un site web où j'offre ces activations alchimiques pour les gens afin qu'ils puissent devenir eux-mêmes des Harry Potter. Et c'est sur francoromero.com et c'est. En y entrant, c'est comme si vous entriez dans un monde mystique de fantaisie et de jeu. J'ai aussi un terrain de jeu, une communauté où nous jouons à toutes sortes de jeux avec les énergies de l'enfant divin, qui est une grande partie de la Trinité de la conscience. Et c'est playground.francoromero.com. Et donc, si vous allez sur l'un de ces deux, vous pouvez me trouver. Vous pouvez trouver ce que je fais. Vous pouvez trouver la façon dont je essaie d'activer tant de gens. Je les appelle étudiants, mais ce ne sont pas des étudiants. Ce sont des êtres de lumière incroyables. Et c'est ce que je fais. Donc, c'est là que vous pouvez me trouver. D'accord. Très bien. Eh bien, tout le monde, comme je l'ai dit, il y a beaucoup à explorer ici dans cette conversation. En attendant, Franco et moi vous envoyons beaucoup d'amour de moi ici, dans ma douce maison en Alabama, et de lui au Minnesota. On se voit la prochaine fois. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.